Sur l'un de ces grands fleuves qui s'écoulent depuis les hauts massifs de l'arrière-pays et traversent la plaine orientale, se trouve un joli pont génois à 3 arches, le pont d'Altiani, qui enjambe le Tavignano entre Corte et Aleria. Comme toujours, le pont a été bâti à un endroit où le fleuve se resserre, prenant assise sur d'énormes rochers. Sa hauteur imposante et la richesse de ses ornements témoignent du grand soin apporté jadis à la construction de ces monuments. C'étaient de vraies œuvres d'art, très techniques d'un point de vue architectural, mais toujours très élégantes, dégageant majesté et noblesse. Il faut dire que ces ponts n'étaient pas de simples ouvrages. Ils étaient d'une importance capitale pour les populations insulaires et illustraient tout le génie des hommes à surpasser la nature. Il est quand même incroyable ce pont. Hein. Et dire que tout le monde le connaît, mais personne ne connaît son histoire. C'est surtout un pont très important. Il faut dire qu'il reliait jadis le fort d'Aleria à Corte. Et je crois d'ailleurs qu'il était sur la toute première route qui permettait de traverser l'île d'ouest en est. Je crois que la première route, elle était plus au nord, de Bastia. Tu passais par Tegui, mais tu allais à Saint-Florent. De Saint-Florent, tu pouvais te rendre soit à Calvi, soit par le col de Bigorre à Corte. Bien sûr, ici, il existait de la côte orientale à Corte un chemin muletier, comme tu pouvais en avoir partout au Moyen-Âge. Et pour traverser les cours d'eau, ils fabriquaient des passerelles en bois ou des ponts de pierre. Et au XIVe siècle, les Génois ont construit, enfin celui-ci, pas tout à fait, puisque ce n'était pas le même, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Oui, c'était un petit pont génois avec certainement un dos d'âne très prononcé et très étroit. Et ensuite, ce sont les Français qui l'ont modifié et qui l'ont élargi pour favoriser la circulation. C'est bien plus que cela. Tu sais, le pont de pierre qui a été fait en schiste noir, il était fait dans un ensemble avec la petite chapelle romane San Giovanni Battista qui était accolée au pont. Et malheureusement, ce pont a été complètement détruit lors d'une crue importante en 1697. Donc, pont détruit, plus de transport de troupes militaires et plus de transport de marchandises. Donc, le gouverneur génois en poste à Bastia à l'époque, Ambrogio Imperial, va ordonner la construction de ce nouveau pont. Donc, il va dépêcher à la fois des maçons et aussi des architectes génois qui vont édifier ce magnifique pont avec ses 2 gros piliers et ses 3 arches. À l'époque, il n'y avait pas 3 arches, non? Non, bien sûr, le pont était beaucoup plus petit, moins résistant, il y avait probablement 2 arches. Bien sûr, le gouverneur génois va dépêcher ces architectes qui, à l'époque, les architectes génois sont incroyables en construction, en génie civil et en construction militaire. En plus, ils vont réévaluer les risques de crue, parce que tu imagines bien qu'ici, on est dans le Tavignane prend sa source là-haut, au lac du Nino, et quand il pleut beaucoup, ça dévale. En même temps, tu rajoutes la rivière du Vic et celle de la Restogna, donc par moment, tu peux avoir des vagues énormes qui vont arriver presque à hauteur du parapet. C'est vrai, ça fait vraiment augmenter le niveau d'eau. Et ensuite, les Français sont arrivés, ce sont eux qui ont considérablement embelli ces ponts. Ils les ont élargis pour permettre le passage de gros attelages. Mais aussi, regarde, ils ont vraiment travaillé sur l'esthétique des parapets. Ils ont créé cette espèce de petite couronne. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très, très joli. C'est beau, hein? Ouais, ça, c'est du temps perdu. Pourquoi tu dis ça? Et t'imagines, ils ont passé un temps fou pour réaliser ces arcatures. Mais c'est joli. Ouais, remarque, c'est peut-être la touche artistique française sur la rusticité du pont génois. La French touch. C'est inutile, Encore, s'ils avaient rajouté des modillons à tête d'animaux, tête de proue, avec des plantes, là oui. Oui. Pas mal, hein? Regarde. Ouais. Moi, j'aimais bien le rustique. L'œillet. Tu aimes bien le rustique, Paul. Mais comprends que les architectes d'un pays aussi grand et puissant que le royaume de France ne pouvaient se contenter de copier le génois.
Leurs monuments affichent alors toute la supériorité de la couronne française et les décors que tu trouves inutiles expriment en réalité cette grandeur-là. Ces décors sont d'autant plus importants que l'on se trouve ici sur l'une des routes royales de Corse, une route très fréquentée par les populations insulaires. Dans une Corse récemment conquise, de tels emblèmes du pouvoir étaient aux yeux des conquérants nécessaires. J'adore cette chapelle. Elle est à côté d'un pont et en plus elle est magnifique et à la fois pittoresque. Elle est surtout immanquable pour la région. San Giovanni, regarde, tout en pierre, de taille, du schiste. Une petite chapelle à la croisée des chemins. Ouais. Tu sais que c'est vraiment typique du roman à l'époque, en zone rurale. Pas qu'en Corse d'ailleurs. Il y en avait partout. Mais en tout cas, elle n'est pas là par hasard. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le pape Grégoire VII, à la fin du XIe siècle, lorsqu'il décide de réinvestir politiquement et spirituellement les territoires de Méditerranée, qui sont alors sous l'emprise des Maures, il ordonne aux seigneurs et aux évêques de rétablir un ordre politique sur ces territoires. Donc du coup, la Corse est divisée en 6 diocèses qui coordonnent chacun une administration politique et religieuse, en fait sous la forme de pièves. Des pièves qui sont sous la protection d'une église. Et donc chaque évêché a une quinzaine de pièves, donc une quinzaine d'églises, et chaque territoire de chaque piève est quadrillé par des chapelles. Et comme en zone rurale, la plupart du temps, on retrouve des petits hameaux dispersés par-ci par-là, on construit des chapelles à la croisée des chemins, comme ici. Ouais. En tout cas, elle est magnifique. J'aime beaucoup l'abside avec le toit en lauze, c'est vraiment joli. Ouais, et puis ça résonne bien dedans. Elle est belle, elle est bien faite. Kyrie eleison, Kyrie. Très bonne acoustique. Ça, c'est l'effet de la pierre, comme dans de nombreuses chapelles. C'est pas étonnant, lorsque tu regardes l'épaisseur des murs et la taille des blocs, ça fait résonance. Oui. Et des chapelles comme celle-ci, on en trouve un petit peu partout en Corse. Et ouais, ça c'est la construction lors de la mise en place de structures nouvelles, religieuses et politiques, comme tu le disais tout à l'heure, lors de la reconquista contre les Maures. Et ce qui m'intrigue ici, c'est qu'on a une très belle chapelle de pierre et à côté un magnifique pont de pierre. Oui. Mais lorsque tu réfléchis, tu te dis qu'avant le pont de pierre, il y avait des passerelles de bois. Et les passerelles de bois étaient victimes de nombreuses crues. Donc ils se détruisaient, il fallait reconstruire les ponts. Et comme ici, on est à la croisée des chemins sur un axe, un chemin important à l'époque qui va d'Alire à Corté, il y a du monde. Et pour traverser les cours d'eau qui sont à la fois dangereux, tout comme l'école ou les montagnes, on se tourne sur la protection du divin. Et donc on construit des oratoires. Donc ici, il y avait un oratoire probablement pour passer la rivière, pour se protéger. Et ensuite, à la place de l'oratoire, on construit une chapelle de pierre et un pont de pierre. Tu crois donc qu'il y avait un ancien oratoire ici à la place? Probablement, dédié peut-être à San Giovanni. Et là, le fronton principal d'Aguet. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit que cette chapelle était plus ancienne que le pont. Qu'en fait, elle ne daterait pas du XIVe, mais plutôt du Xe ou du XIe siècle. Oui, mais en même temps, on n'est sûr de rien, parce qu'il est très difficile de dater ce genre de structure religieuse. En même temps, on sait que ces constructions ont été faites modestement, un plan rectangulaire, une nef unique, rectangulaire, avec des petites fenêtres meurtrières, une porte principale sur le fronton, une porte latérale et ensuite une abside semi-circulaire. Ces structures ont été construites entre le 8e et le 13e siècle. Après, il y a deux écoles qui vont s'affronter. Il y en a certains qui vont dire que ces édifices ont été construits au XIe siècle, à l'époque où il y a l'appel du pape Grégoire VII. Et il y en a d'autres qui vont se baser sur des chronologies, on va dire, continentales. Ils vont dire que ça va s'étaler sur une période, allant du Haut Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, en fait, qui vont se construire durant 4 ou 5 siècles. C'est bien mystérieux tout ça. C'est vrai que ces monuments de pierre conservent une grande part de mystère. Mais à y regarder de plus près, les amis, on voit bien que les murs sont en partie composés de blocs de schiste et en partie de granit.
comme si l'édifice avait été initialement construit en schiste, puis détruit et reconstruit en granit. « 1600. 1, 6, 0, 0. C'est quand même très mystérieux. Ouais. Bah, ce sont des chiffres morts. Ah ouais, tu as raison. Là, on a été victime d'une supercherie. À l'époque, on n'écrivait pas comme ça. M. Alessandro Fekete AS 1600. Mais enfin, c'est du latin. M désigne maestro, Alessandro est un nom, Fekete signifie à construit, AS 1600 en 1600. Une phrase en effet bien mystérieuse qui nous dirait qu'un architecte du nom d'Alessandro aurait construit cet édifice en 1600. Il s'agirait alors d'une phase de reconstruction de la chapelle, peut-être après une crue ou une destruction volontaire, suite à une attaque barbaresque. Comme c'est souvent le cas en Corse, les monuments que l'on voit aujourd'hui sont l'expression d'une longue suite d'événements et de transformations, dont les origines se perdent dans le long couloir du temps. Et cela leur confère une indéniable part de mystère. Un mystère que l'on retrouve aussi dans des structures moins majestueuses et plus domestiques, comme les vieilles maisons abandonnées. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas l'architecture qui guide Paul vers cette bâtisse en ruine, mais son envie de jouer un petit tour à Karine. Car ce vieux bâtiment délabré renferme de quoi effrayer les âmes sensibles. Oh mon Dieu! Le plancher est complètement en train de s'écrouler. Cette maison a vraiment perdu de son lustre d'antan. Si tu le dis, en tous les cas, elle reste un véritable petit palace pour certains de ses occupants. Je te présente Itop Binoud. Mais il y en a beaucoup! Attention, qu'il n'y en ait pas une qui vienne se placer dans tes cheveux. Hein. Regarde, ce sont de petits rhinolophes. Comme ils sont beaux! Ouais, magnifique. Parce que s'il y en a une qui déploie ses ailes et s'enroule dans ta longue chevelure, je pense qu'il va falloir que tu coupes tous tes cheveux et peut-être avoir même la boule à zéro. Paul, ça c'est une légende moyenâgeuse. Enfin, on disait ça aux jeunes filles pour qu'elles rentrent avant la nuit tombée, c'est tout. Ouais, mais tu sais que dans chaque légende, il y a un fond de vérité. C'est bien en tout cas. Je les aime depuis qu'on m'a dit qu'une seule pipistrelle pouvait dévorer plus de 1000 moustiques en une seule nuit. Bah, c'est vrai que la chauve-souris, pour ça, elle est bien pratique. Hein. Et là, on a du petit rhinolophe, une belle petite colonie, une des 22 espèces présentes en Corse. Mais d'ailleurs, dans le monde, il y a plus de 1000 espèces de chauves-souris. Heureusement pour nous, la plus grosse, qui fait quand même 1,80 m d'envergure, est frutivore. Heureusement. Alors que là, on n'a que des insectivores. Araignées, moustiques, papillons, orthoptères. Criquets, sauterelles en tout genre. Et la chauve-souris, elle fait partie de la famille des chiroptères. Et chiroptère, en grec, ça veut dire chiros, ça veut dire main, et ptère, ça veut dire aile, main ailée. En fait, elle a des ailes, enfin, ce ne sont pas des ailes, c'est plutôt un bras. Et ensuite, tu as comme la forme de la main humaine, avec 5 doigts. Tu as le pouce, avec une griffe au bout. Et après, tu as 4 hyperphalanges qui sont reliées toutes entre elles avec une peau très fine qui va jusqu'à l'arrière, jusqu'à la queue et aux pieds, qui permettent en fait de voler. Regarde, tu les vois bien là, les ailes. Tu as remarqué quand elles sont accrochées, elles ont les genoux pliés, mais pas comme nous, parce qu'elles ont le bassin inversé. Alors elles ont les genoux pliés, mais dans l'autre sens. Et elles ont ce petit crochet qui se bloque de manière mécanique et qui leur permet de rester accrochées de manière infinie et sans forcer. On a même retrouvé des chauves-souris mortes accrochées comme ça avec la tête en bas.
Bah, Nous, ça, on risque pas de le faire. Hein. c'est vrai. Parce qu'elle, elle a le système sanguin complètement inversé. Et du coup, le sang lui monte jamais à la tête. Hein. C'est vrai que grâce à leur petit éperon qui se trouve un peu plus haut que le pied, elle s'accroche. La tête est à l'envers. Elle est jolie, hein, regarde, petite tête. Oui, et en tous les cas, les latins, ils l'avaient bien nommée Kawasorex, la chouette souris. Ensuite, incompréhension totale, ils ont transformé ça en chauve-souris. Je vois pas trop pourquoi. Ouais, moi, j'ai du mal aussi à saisir. Chauve. Pourquoi? Peut-être quand elles sont nombreuses. Chauve qui peut, hein. Chauve qui peut. Chauvons-nous, les chauves-souris. Paul. Paul, c'est pas drôle. Si la Corse compte en effet 22 espèces de chauves-souris, la plupart sont quasiment invisibles aux yeux des insulaires, car elles fréquentent les massifs montagneux la nuit et se cachent le jour dans les anfractuosités rocheuses, bien loin de l'agitation des hommes. Les petits rhinolophes ne sont pas les chauves-souris les plus communes dans l'île, mais c'est une espèce qui, à l'inverse des autres, fréquente les caves et les greniers des maisons. Elle est donc facilement observable, et c'est ce qui explique sa renommée. Parce qu'elle vit aux côtés des hommes, cette chauve-souris souffre d'une plus grande vulnérabilité. Et cette vulnérabilité est renforcée par la toute petite taille de ce micro-mammifère qui ne pèse guère plus de 5 ou 6 grammes. Dans nos maisons où elle gîte, elle est souvent la proie des chats et surtout des rats, qui peuvent aisément atteindre les poutres des toitures, là où les chauves-souris s'accrochent pour dormir. Cette fragilité fait que les colonies de rhinolophes sont toujours restreintes, excèdent rarement une quinzaine d'individus. Le rhinolophe est donc commun dans les habitations humaines. Et sa tête assez étrange, avec ses grandes oreilles rondes et surtout son nez très large, a souvent servi de modèle aux fameuses gargouilles des églises médiévales. Il faut dire que ce mammifère a longtemps eu mauvaise réputation, à l'instar d'ailleurs de presque tous les animaux nocturnes. Si le nez de l'animal est imposant, ce n'est pas sa taille qui est à l'origine du nom de l'espèce, le rhinolophe. Mais c'est la fonction de ce nez, avec lequel cette chauve-souris émet des ultrasons, et non avec la bouche, comme c'est le cas des autres espèces de chiroptères. Cette différence n'influe pas sur la qualité du sonar de ces chauves-souris, car le système reste identique. Les ultrasons émis rebondissent sur les objets autour de l'animal, et les variations de l'écho lui permettent de dresser une cartographie très précise des lieux, incluant les déplacements des insectes et autres animaux présents. Il s'agit en réalité d'un véritable système de vision, presque aussi performant que celui qui utilise l'œil et la lumière. Karine, cours là-haut. Waouh. Viens voir. C'est incroyable. Oh là là, mais regarde la taille de cet essaim. Il est beau, hein? Il y en a beaucoup. Ouais, là, il y a à peu près 150 à 200 individus. C'est magique. Et là, on a 2 espèces de chauves-souris. Le grand rhinolophe, la plus grande, et l'autre, le murin à oreilles échancrées. Et elles cohabitent. Et ouais. Bon, c'est pas étonnant, ce sont les 2 espèces qui cohabitent, on les voit souvent ensemble, alors que les autres espèces elles ne cohabitent pas forcément. Et là, tu vois les seins. Eh ben, les chauves-souris, elles font un balai incessant. Elles partent du centre, elles vont sur l'extérieur, et inversement, de l'extérieur au centre. En fait, ensemble, comme ça, elles régulent leur température corporelle. Celles qui sont au centre, bien sûr, c'est là où la température est la plus chaude. Et après, elles vont se mettre à l'extérieur, et les autres, elles vont venir au centre pour reprendre la température. C'est incroyable ce mécanisme. Ouais. La chauve-souris est vraiment une dame passionnante. Ouais. Elle a quand même le pouvoir de différer sa gestation. Ah bon? Bah, là, telle que tu la vois, elle est bien.
Tu as les petits qui commencent à grandir et bientôt ils vont prendre son envol. Et elle, à l'automne, elle va aller chercher les mâles pour se reproduire, pour s'accoupler. Oui. Et comme la chauve-souris hiberne, eh bien, elle va garder en elle la semence tout l'hiver et elle va décider au moment opportun, c'est-à-dire au printemps, de déclencher la gestation. Ça s'appelle la gestation différée. Ça alors, quand même fou. Pas mal, hein? Ouais. Et tu vois, là, regarde. On a une femelle avec son petit, et même 2 ou 3. Hein. Tu vois que les petits, ils sont déjà presque adultes. Hein. Ils ont la même taille quasiment. Mais ce sont de très très bonnes mamans, les chauves-souris. Eh oui, de super mamans, je dirais. Déjà, elles font qu'un seul petit. Et ensuite, elles vont l'élever comme tu élèverais ton enfant. Elles vont s'en occuper dans la douceur, elles vont l'allaiter, lui faire la toilette. Regarde, le nettoie. Ouais, c'est beau, hein. Et ensuite, elle va le libérer et l'initier à la chasse. Dès qu'il va pouvoir voler, ben, la mère va l'initier à se déplacer et à attraper des proies. Et ensuite, eh ben, il va faire sa vie. Les chauves-souris peuvent vivre entre 10 et 25 ans. Et il y a quand même des exceptions. Il y a des chauves-souris qui peuvent atteindre l'âge de 40 ans. Hein. Ça, c'est exceptionnel. Hein. 40 ans. C'est incroyable pour un si petit mammifère. Eh bien, tu vois, plus je les côtoie et plus je les apprécie. Je les trouve vraiment fascinantes. Et le groupe Chiroptère corse, qui les étudie quand même depuis plus de 30 ans, eh bien, figure-toi qu'ils ont découvert qu'une chauve-souris pouvait parcourir jusqu'à 50 km pour aller se nourrir. C'est comme si elle partait, admettons, de Vitsavone et qu'elle descendait jusqu'à l'étang de Bigoulia pour chasser. Ouais, par exemple. C'est incroyable. Hein. Et le tout, bien sûr, à 40 km/h. Et avec sa petite bouche, elle pousse des cris, des ultrasons, et avec ça, elle est capable de créer une image acoustique de son environnement, qui lui permet du coup d'éviter, même à toute vitesse, une toute petite branche. Ou alors, dès qu'elle voit sa proie, elle focalise et se jette dessus. Et là, les deux espèces que nous avons ont 2 modes de chasse différents. Tu as le grand rhinolophe qui, lui, va se mettre en poste, soit sur une branche, soit sur un muret. Il va attendre la proie. Dès que la proie passe, il va foncer dessus, l'attraper, la décortiquer et la manger. En général, il se nourrit de gros insectes. Mais de toute façon, il ne peut pas voler, puisqu'il ne peut pas émettre d'ultrasons. Donc il est obligé de manger sa proie sur place. Eh oui. Et par exemple, lui, le murin à oreilles échancrées, eh bien, il peut se nourrir en vol de petits insectes ou alors faire de même, aller sur des gros insectes. Et ensuite, il est obligé de manger pour ensuite repartir à voler. Ils sont incroyables, ces bestioles. Il y en a plein qui se déplacent aussi. Là. Et là, regarde, on a pas mal de guano. Hein. Là, je pourrais en prendre un petit peu pour faire mon potager, là, comme engrais. C'est pas mal, ça. C'est particulier. Et tu sais ce qu'on va faire? On va les laisser tranquilles, ces petites bêtes. Et Je pense qu'il vaut mieux. ouais, on va redescendre. Dans ce vieux moulin abandonné, les rhinolophes aiment bien venir se blottir près des grands essaims de murins femelles, qui offrent une protection accrue par le nombre. Et comme ces espèces ne chassent pas aux mêmes endroits, ni de la même manière, elles n'entrent nullement en compétition et peuvent ainsi partager les mêmes espaces sans nuire les unes aux autres. Mais cette cohabitation a ses limites. Et si les deux espèces se trouvent associées, elles ne se mélangent pas. Quoi qu'il en soit, c'est pour ces deux espèces l'heure de dormir, afin d'être en forme à la nuit tombée. Certaines chauves-souris ont déjà terminé leur minutieuse toilette et s'apprêtent à se draper dans leurs grandes ailes repliées, comme dans une couverture. Habituées aux humains, elles ne font guère attention à la présence de Paul ou de Karine, mais toutes n'ont pas encore trouvé le sommeil. Et certaines s'amusent et se chamaillent comme le feraient des enfants un peu dissipés. Mais qu'on se rassure, tout ce petit monde va bientôt s'assoupir en toute tranquillité.
Ah, c'est difficile de vous quitter comme ça. Hein. Peut-être qu'on devrait rester la nuit et vous voir sortir par la fenêtre. Allez, Paul, viens. Allez, Paul. Il est temps maintenant de laisser tout ce petit monde s'endormir. En toute quiétude. Le centre de la Corse abrite parmi les plus belles forêts de l'île, et notamment des forêts centenaires de chênes verts sur les bassins versants des hauts massifs insulaires. Le long du Vecchio, un affluent du Tavignano, le Venacay est ainsi connu pour être une des zones les plus sauvages de l'île, longtemps resté inaccessible faute de route. C'est un endroit isolé, perdu au milieu d'une nature inquiétante, un lieu étrange, peuplé de vieilles légendes. Paul, mais qu'est-ce que tu fais là? Maître Yanda a du paraudeur alléché. Tu tenais dans son bec un gland. Mais enfin, Paul, descends de là, tu me fais peur, tu vas te casser le cou. Et tu crois que c'était de ma propre volonté de monter sur cette branche? Je suis passé là, tranquillement. J'ai entendu une grosse voix. Paul! La branche est descendue à m'envelopper et hop, et la voix au cuit. Allez, descends de là, sinon je monte te chercher. Non, reste tranquille. Il est dit que si on flatte les arbres, ce bon vieux chêne, eh bien, il va peut-être me redescendre, me redéposer avec douceur. Et puis comme ça, on lui fera une belle place dans notre ouvrage. Pourquoi tu écris un ouvrage sur la Corse maintenant? Eh oui. Bon, bah alors, tu sais, on pourra parler de ces bons fruits, les glands. Et on pourra noter que les hommes peuvent les consommer. Mais alors par contre, il faut bien les laver pour enlever tous les tanins et il faut les faire cuire très longtemps. Moi, je les mange crus. Et en plus, les siens, ils doivent être délicieux. Tu les manges crus? Mais enfin, Paul, tu sais qu'ils sont très toxiques crus. Bon, lésions rénales, hépatiques, empoisonnement du sang, troubles neurologiques. À mon avis, tu n'en mangerais pas beaucoup. Moi, j'ai toujours entendu qu'on pouvait les manger. Et puis, tiens, Pline disait que les ibères, eh bien, on consommait en dessert. Mais Pline, c'était un Romain. Et pour les Romains, seule leur civilisation connaissait les fruits sucrés. Et il ne faut pas croire tout ce que dit Pline, parce qu'il faisait beaucoup de propagande. Alors, certes, les Ibères étaient considérés comme des barbares par les Romains, mais ils connaissaient les fruits. Et ils connaissaient aussi les glands, mais alors ils faisaient de la farine. Et avec cette farine, ils faisaient de la bouillie ou du pain, exactement comme les autres. Mais en tous les cas, les Romains, ils vénéraient les chênes. Ils parlaient d'eux comme un être divin, hein? N'est-ce pas? Si le grain de Beaufort, hein, est le plus beau. Et c'est vraiment le symbole de la force et de la longévité, le chêne. C'est le lien entre le passé et le présent. Et oui, arbre mythique et légendaire. Et puis sous son écorce, il y a aussi des nymphes, des amadriades qui vivent. Il doit y en avoir beaucoup ici, tout en harmonie. Il est vraiment très beau, hein? C'est le plus beau, le maître des lieux, le gardien de la forêt. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il va falloir attendre qu'il me dépose bien à terre. Attends, remarque. La situation est vraiment comique. Je vais en profiter pour te croquer. Ah. Ouais, la situation n'est pas vraiment ça. Vous êtes magnifiques tous les deux. Le chêne est vraiment un arbre extraordinaire, symbole de force et de longévité, avec ses racines bien profondes, bien ancrées dans le sol, son tronc large et robuste, sa croissance lente et sûre, et la fraîcheur que son ombrage procure. Mais cette forêt du Venacay abrite bien d'autres surprises, les amis. Comme cette curieuse construction des siècles passés, que peu de gens savent aujourd'hui interpréter. Ah, ça c'est joli. Viens voir. Alors, d'après toi, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, je n'en ai aucune idée. Réfléchis. Eh oui, Karine, quel étrange mur,
Au milieu de cette forêt, percée d'une multitude d'alcôves bien mystérieuses. Regarde. Alors, honnêtement, je donne ma langue au chat. C'est un rucher. Un rucher. Eh oui. Tout simplement, regarde. Tac, tac, tous ces emplacements. Ah, mais c'est vrai, on dirait des petites niches. Eh oui, et c'est là qu'on positionnait les ruches. Alors les ruches à l'époque, elles étaient faites soit de planches de châtaignier, soit avec de l'écorce de liège. Et elles étaient introduites dans ces emplacements. Et l'apiculteur, bien sûr, eh bien, s'affairait à la construction du rucher. Hein. Ce n'était pas une mince affaire. Déjà, tout en pierre sèche. Regarde, ça, c'est un chef-d'œuvre architectural. Puis on a de la chance hein, aujourd'hui, hein, puisqu'on n'en trouve plus beaucoup de ruchers de ce type. Hein. Il faut savoir qu'au XVIIe voire XVIIIe siècle, il y en avait un petit peu partout en Corse. C'est vraiment très curieux. Ouais. Et là, tu as le couloir, donc qui permettait à l'apiculteur de venir contrôler ces ruches et de les enfumer pour récolter le miel. Astucieux. Eh oui. Attends, Gabo, hein. C'est pas une petite abeille. Hein. Viens boire. Hein. Ah oui! Mais alors ces trous permettaient aux abeilles de s'envoler, c'est ça? Eh oui, ça communique directement avec la ruche. C'était des ponts d'envol, les abeilles. Plusieurs fois dans la journée, elles partaient d'ici, allaient butiner dans la nature, les asphodèles, les arbouses, et ensuite revenaient chargées de nectar qu'elles déposaient dans la ruche. Et dans la ruche, le nectar était ruminé par d'autres abeilles. Donc le mélange de nectar avec la salive, eh bien, ça fait le miel. C'est incroyable ce dispositif. En fait, c'est une sorte de petit aéroport pour abeilles, c'est ça? Ouais. Ah, les amis, il y a de la magie dans toutes ces petites inventions du passé. Imaginez un instant, imaginez prendre votre envol une belle journée ensoleillée. Quitter le foyer bourdonnant et se lancer vers l'inconnu. Survoler ces arbres majestueux et au-delà ces falaises qui délimitent la vallée. Survoler encore les montagnes abruptes et ces forêts touffues. Parcourir les vergers en fleurs et les prairies colorées. Se sentir libre, le vent sur les ailes. Et atteindre au bout du chemin le village, les poches remplies de pollen. Heureux d'avoir accompli le voyage, heureux de retrouver sa ruche bien-aimée, sa reine et toutes les autres abeilles. Mon Dieu, Paul, ça se fait pas d'arriver comme ça sur les ruches. Mais t'inquiète, on n'est pas amis pour rien, non. Là, la manipulation doit être souple. On vole. Voilà, avec délicatesse. Mais tu es sûr qu'il va rien dire, François, qu'on enlève le cadre? Non, il a dit il faut être très tendre. Ça m'y va, scusa. Tout en douceur. Waouh! Là, ça va les calmer un petit peu de les enfumer. Faire attention. Si tu es tendre avec elles, si tu les respectes, eh bien, elles ne te piquent pas.
C'est fou. C'est quand même un insecte extraordinaire. Hein. De temps en temps, tu mets un peu de fumée sur les ponts d'envol. Voilà. C'est quand même curieux comme insecte. Ça pique, mais en même temps, c'est essentiel pour l'homme et la nature. Ouais, ça pique qu'en cas d'urgence. Hein. De toute façon, après, si elle pique, elle meurt. Et l'abeille, oui, à la différence de la guêpe. La guêpe, elle a un dard rigide, très droit, et elle peut te piquer autant de fois qu'elle veut. Elle est carnivore, elle chasse tout le temps. Alors que l'abeille, elle a un dard qui est, enfin, il y a des barbelures, tu vois, et il est raccroché à l'abdomen. Donc quand elle pique, elle va planter le dard dans la peau, si elle te pique, et là, elle va le retirer directement. Tu sais, on a toujours tendance à bouger les mains, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, elle va sortir, elle va se déchirer le ventre, et elle va mourir. Oh, la pauvre. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est laisser faire. L'abeille se pose, elle te pique, tu bouges pas, et là, elle s'en va, et tu lui rends sa liberté. Oui, j'aimerais bien te voir faire ça, tu vois. Mais on dit qu'il y en a de moins en moins des abeilles. Ouais, c'est vrai qu'en Europe et dans toute la France, les abeilles diminuent de moitié. Enfin, c'est lié surtout aux insecticides. Malheureusement, c'est dramatique parce que sans abeilles, tu n'as pas de pollinisation. Et sans pollinisation, tu n'as plus de fleurs. Enfin, en Corse, on n'a pas trop ce problème quand même. En Corse, on est un peu préservé, sauf qu'il y a des changements climatiques, il y a la sécheresse. Ah. Et tu as plein d'insectes ravageurs qui peuvent arriver et après ils vont embêter un petit peu les abeilles. Hein, la production de miel va baisser. Et quand tu penses qu'une ruche, il y a quelques années, tu pouvais extraire 20-25 kilos par an, là aujourd'hui, tu te contentes que de la moitié. Hein. Et on faisait 2 récoltes par an à l'époque. Eh ouais. C'est quand même exceptionnel, hein. Regarde ça, cet insecte. Exceptionnel. En fait, l'abeille, c'est une véritable machine, c'est incroyable. Eh oui, une vraie machine. Et puis là, on les voit bien. Hein. Ouais. C'est magnifique. Quand tu penses les kilomètres qu'elle fait pour aller récolter du pollen et du nectar, eh ouais, parce qu'elle va sortir de la ruche, elle va zoner un petit peu aux alentours, elle va chercher des fleurs. Là, elle va rentrer dans la fleur, elle va aller au fond de la fleur, elle a des pattes, tu vois, elle a 3 paires de pattes. Donc avec ses pattes, la première paire, elle va servir à nettoyer. Hein. La deuxième paire, elle va servir à peigner. La troisième, elle va apporter le pollen avec elle. Mais ce qu'il y a d'intéressant sur cet insecte, c'est qu'elle va prendre surtout le nectar. Le nectar qui est très sucré, qu'elle va mettre dans son jabot. Hein. Et là, déjà, tu vas avoir le nectar qui va se transformer chimiquement dans le jabot. Parce qu'à la base, c'est un sucre qui est très complexe, soit comme le saccharose. Et après, dans le jabot, ça va se transformer en fait en glucose et en fructose. Et là, elle va revenir à la ruche, elle va déposer le nectar déjà travaillé, elle va le donner à une autre abeille qui, avec l'action de la salive, va fabriquer le miel. Et ensuite, elles vont déposer le miel dans les alvéoles, comme tu le vois là. Tu vois, c'est joli, hein? Ouais, ça brille. Ça brille. Les alvéoles, ce sont les bâtisseuses qui les ont réalisées. Elles ont chacune leur rôle. Ouais, et là, elles mettent le miel. Alors, après, il y a les ventileuses qui vont permettre d'avoir une température ambiante. Quand il fait trop chaud, elles battent des ailes. Ouais. Et la teneur en eau est importante. C'est-à-dire quand elle va descendre en dessous de 20%, les alvéoles, elles vont se fermer comme ici, tu vois. Et là, tu auras le miel à l'intérieur qui va servir à alimenter aussi la ruche et bien sûr qui va nous servir à nous aussi. Parce que François, il a dit, tu peux y aller, tu peux prendre ce que tu veux. C'est vraiment une incroyable organisation. Hein. Oui. Tu te rends compte un peu, les ruches fonctionnent grâce à des signatures chimiques. Et chaque signature est vraiment spécifique à chaque ruche. Les abeilles s'orientent grâce aux odeurs. Et elles sont directement liées aux phéromones que dégagent leurs reines, leurs propres reines. Alors tu as une abeille qui peut être soldat. Selon les besoins, peuvent devenir porteuse d'eau ou alors butineuse. Ou alors guerrière et sentinelle. C'est vraiment impressionnant. C'est une sorte de conscience supérieure qui est invisible mais qui est pourtant bien réelle. Et qui permet d'organiser un petit peu tout ce petit monde, de mettre une vraie hiérarchie en place. Ces colonies d'insectes sont phénoménales. Abeilles, comme les fourmis aussi, qui ont une capacité à s'adapter qui est extraordinaire. Et l'abeille, elle a 5 sens très développés qui sont reliés au système nerveux par des capteurs. Alors, des capteurs à la fois sur les antennes, tu les vois, elles sont belles, hein, les yeux et aussi la langue. Et la particularité de l'abeille corse, c'est qu'elle a une grande langue. Des fois, tu vois des trucs rouges sortir. Ah ouais. Et en même temps, grâce à ça, elle arrive
à reconnaître certaines fleurs, les odeurs et les goûts, parce qu'elle va aller, Elle va les goûter. elle va les goûter. Elle a aussi des capteurs dans les pattes qui permettent même de voir la concentration de sucre dans la fleur. Oh, incroyable. Et en plus, elle voit comme nous, hein, avec des tendances sur le rouge et aussi les ultraviolets. C'est un insecte phénoménal, regarde-moi ça. Tu sais que des chercheurs ont découvert dans un morceau d'ambre l'ancêtre de la guêpe et de l'abeille. Et ce morceau datait de plus de 100 millions d'années. Oh, c'est l'époque des dinosaures, ça. C'était au Crétacé. Et du coup, on a pu démontrer que l'abeille et la guêpe descendaient du même insecte. Et ça, c'était avant l'apparition des fleurs à pollen, parce qu'elles sont apparues il y a 40 millions d'années. Et là, on a vraiment pu différencier la guêpe et l'abeille. La guêpe s'est dirigée plutôt vers une alimentation Carnivore. carnivore, exactement. Et l'abeille s'est dirigée plutôt vers les fleurs, les pollens, les arbres. Et ouais, il y a 40 millions d'années est née l'abeille, bien avant l'être humain. Ouais. Et ça va être excellent. François, il a dit, tu peux prendre ce que tu veux. C'est vrai. Ouais, alors, il y a une gauze qui... Toujours en douceur, hein, bien sûr. Allez, Tu les enlèves du cadre? tu les brosses, tu vois. Ouh là là. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a une dedans. Ikeda. Ah non, mais il y en a plein dedans, elles volent dedans. Au pire, elle t'enlève les toxines quand elle te pique. Hein. Tiens, prends le rayon. Non, 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 je prends pas le cadre. Allez, tiens. Ah. Magnifico. Merci au Franche. Toute cette belle organisation de la ruche repose sur une abeille particulière, la reine. Une abeille plus grande que les autres et dont l'abdomen, très allongé, est seule capable de procréer. Mais cette reine est dépourvue d'organes de succion. Elle est dépendante des autres pour s'alimenter. Il s'opère ainsi un échange entre les ouvrières stériles et cette reine pondeuse, chacune remplissant son rôle. À la fin de sa vie, la reine cesse de pondre, les ouvrières cessent alors de l'alimenter. Mais dans quelques loges tenues secrètes, 4 ou 5 larves ont déjà été préparées à la remplacer. Elles ont été exclusivement nourries de gelée royale et attendent de pouvoir servir la ruche. Un combat à mort déterminera celle qui aura le droit de régner. Ça va être délicieux, ça. Ouais, ça va parfaire la collection de nos pots de miel. Oh, directement de la ruche, c'est vraiment le meilleur. Et puis ça, rien que de sentir, c'est un délicieux. Waouh. Moi aussi, j'adore le miel. Surtout qu'en Corse, on a un miel remarquable. Il est pur et savoureux. C'est lequel ton préféré? Ben, moi, généralement, c'est le châtaignier. Ah, moi, je trouve que c'est trop fort. Je préfère le clémentinier, c'est plus doux. Après, ça dépend hein, des moments de l'année, ça dépend de ton état de fatigue. Et des fois, j'aime bien le miel de maquis, hein, avec beaucoup de scoba dedans, du buplèvre. Après, de temps à autre, du miel de clémentinier, ça va aussi. Hein. Des fois, je m'en mange 2 ou 3 pots. En Corse, on a toujours aimé le miel. Il y a beaucoup de connaisseurs, d'ailleurs. Et tu sais qu'avant, dans les temps, toutes les familles possédaient 2 ou 3 ruches pour les propres besoins du foyer. Parce qu'en fait, c'était le seul endroit où on trouvait du sucre. Mais oui, mais le miel est 100 fois plus vertueux que le sucre. Et en même temps, il possède un indice glycémique plus bas, voire de moitié que le sucre. Et par contre, lui, il a été travaillé par les enzymes des abeilles, ce qui fait qu'il est très sain. Et là, tu peux en manger des quantités. En même temps, ça te soigne hein, contre la toux, les maux de gorge ou les angines. Et tu peux l'utiliser hein, autrement, pour cicatriser des plaies, par exemple. C'est vraiment cicatrisant. Hein. Tu te fais un bobo en montagne, tu passes du miel et ça cicatrise vite. Ça hydrate aussi la peau. Et en même temps, ça peut soigner même l'eczéma. Pourquoi? Tu te tartines de miel quand tu as de l'eczéma? Non, pas l'eczéma, mais quand j'étais adolescent, j'avais souvent de l'acné. J'avais des problèmes, donc j'utilisais le miel, je me badigeonnais le visage de miel et ça a disparu petit à petit. Moi, j'aime bien aussi le miel de sapin, parce qu'il a un bon petit goût résineux, mais ici, on n'en trouve pas. Hein. Pas vraiment. Hein.
sapin, c'est spécial. Hein. En fait, ça dépend de ce que les abeilles ont à butiner. Eh oui. Ici, ils ont un tas de plantes, hein, des plantes endémiques, et elles vont butiner tout type de fleurs, ce qui fait une grande diversité de miel. Regarde un peu toutes ces couleurs. Tiens, ça c'est le châtaignier. Et c'est ton préféré? Ouais, Yumi Yumi. C'est fort. Sens. Ça me plaît. Il a une belle couleur, ambrée. Oh, le maquis. Tiens, celui-là, regarde, il commence à cristalliser, on dirait. Ouais, ça, c'est le glucose qu'il y a dans certaines plantes, comme la scobe ou le buplèvre, et ça cristallise vite. Mais celui-ci, il est très bien pour le transport en montagne, parce que ça coule pas, tu t'en mets pas partout. Il sent bon. Ah, ça c'est mon préféré, le clémentinier. Mais en plus, il est bien liquide, celui-là. Oh, Belle couleur. belle couleur, jaune paille. Le miel, oh ça c'est fort le miel. On dirait presque un médicament. C'est quand même bien gémique. Hein. C'est assez particulier. Je te le laisse. Très très fort celui-ci. Oh, miel de maquis. Ça c'est notre préféré. Ouais, tu devrais me faire goûter en premier. On a mis raviglia. Presque du bureau. Et bon celui-là. On a une très belle collection. Félicitations. Oh. Moi j'entends des abeilles depuis tout à l'heure. Ouais, de toute façon, tu risques plus rien, elles n'ont rien à défendre. Donc, J'entends une abeille. Paul, je crois qu'elle est à l'intérieur de ta combinaison. Et là, je sens comme des vibrations. Là. Mais tape, enlève. Mais je peux pas, je tiens la planche. Il y a du miel, non? Mais lâche ça enfin. Vas-y, tape-toi, tape, ça bouge. Tombe là. Ah, on m'a piqué. Tu l'as, tombe. Ah, elle a piqué encore là. C'est pas une abeille, c'est une guêpe. Ah, vas-y, tu l'as, tombe. Oh, pas ma tête, mes cheveux, non. Elle va me mordre. Mais Paul, elle va tout te mâcher. Ah, c'est sûr que si elle pique plusieurs fois, ce n'est pas une abeille, mais une méchante guêpe aux dards bien lisses. Enfin, un grand guerrier comme toi ne craint pas la petite guêpe. Et puis, tu trouveras dans cette vallée très verte une onde bien fraîche pour apaiser tes piqûres. Blottie entre deux bassins versants, la contrée suit en effet le cours d'une belle rivière de montagne, le Vecchio, qui prend sa source au pied du Monte Rotondo et se jette plus bas dans le Tavignano. C'est une rivière très appréciée des randonneurs pour ses plages de petits galets et ses grandes vasques d'eau pure aux vertus vivifiantes. C'est surtout un endroit paradisiaque, à l'écart des zones peuplées, où la nature peut encore déborder de créativité et nous surprendre par ses fantaisies. Surprise, hein? Ah bah oui, complètement. Regarde comme il est joli. En même temps, on a pénétré dans le Cortenay, mais j'étais obligé de te cueillir ce beau bouquet. Hein. C'est une délicate attention. Pour toi, avec les petites fleurs qui au bord de la rivière. Les genêts, j'adore. Ils sont bons. C'est le tien. Très gentil, mon Paul. Tu vois, il reste un peu quelques... Ouais, un soupçon de romantisme. Voilà, hein. Elle est bonne. Ça fait plaisir, hein? Ouais. Tu vas en payer un autre. Mais en attendant, on va bien profiter de cette rivière, parce que là, j'ai les jambes lourdes. Hein. Les mollets ont besoin de repos, ainsi que les pieds. Hein. Ça fait du bien. C'est important hein, pour les pieds. Hein. Je vais me délecter dans cette eau de rivière et me ressourcer aussi. Hein.
Ouah, mais elle est bien bonne, hein. Ouh. Ah. Sacré polo. Ah. On reste un moment, hein. Un adorable bouquet de fleurs pour une jolie abeille. Voilà une jolie manière de terminer l'aventure. Les vallées du centre de l'île convergent toutes vers une grande dépression géologique, le Cortenay, formant ainsi un cirque autour d'un large bassin. Adossés au relief, les villages de la région bénéficient d'une vue exceptionnelle sur la contrée, ce qui offre une belle protection naturelle face aux éventuelles armées ennemies. Et c'est sans doute cette situation qui a très tôt attiré les hommes dans ce territoire reculé. Aujourd'hui encore, malgré la désertification des zones rurales, le Cortenay reste une région dynamique, jalonnée d'une multitude de petits villages pittoresques. Entre ces villages, à la croisée des chemins, le maquis renferme et protège un patrimoine surprenant, datant de l'époque où la société insulaire était surtout rurale et s'organisait autour des moissons, des transhumances et des rites religieux. C'était alors une société très pieuse, qui partageait sa vie entre le dur travail de la terre et la foi céleste. Ils sont vraiment magnifiques ces fresques. Una bellezza. Tu te rends compte que ce sont les frères franciscains qui les ont réalisés à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, à l'époque où l'art gothique avait atteint son apogée dans toute l'Europe. C'est vrai que l'art gothique en Europe était assez bien représenté. Par contre, en Corse, il était très peu représenté, voire totalement inexistant. Et oui, parce que la Corse, à cette époque, eh bien, elle était assez pauvre. Tu avais en plus les guerres et la piraterie qui avaient mis à mal l'économie insulaire, d'autant plus que la seigneurie locale, eh bien, elle était complètement abattue par la République de Gênes et les populations, elles étaient pauvres. Et pour construire des églises, il fallait des deniers. Donc la Corse en manquait, population désargentée. Donc ils ont utilisé les chapelles romanes, tant bien que mal, comme lieu de culte, d'autant plus aussi que la population a commencé à se détourner de la religion. Justement, c'est pour ça les moines franciscains en étaient bien conscients et c'est pour ça qu'ils partaient battre la campagne pour prêcher et essayer un peu de rassembler les brebis égarées. Et toutes ces fresques, en fait, remplacent les vitraux des édifices gothiques des régions qui sont beaucoup plus riches. Et, ouais. Et là, tu vois, ils sont quand même bien exécutés. Hein. Ouais. Il y a de l'idée. Travail assez surprenant. C'est un peu comme les tableaux que tu as dans les églises à l'époque baroque. Enfin, sauf que les tableaux sont commandés auprès de peintres. Alors si le peintre était célèbre, ça pouvait coûter très très cher. Alors que là, c'est vraiment le travail des moines eux-mêmes qui étaient entièrement voués à leur cause. Les moines. Les moines franciscains, ils avaient un mode de vie vraiment très pieux, tu sais. Ils parcouraient la campagne à pied. Et ils vivaient selon les principes de saint François d'Assise, en suivant des principes prônés par l'amour du Christ. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les populations souffraient des guerres, des famines et aussi des maladies. Et du coup, ces moines représentaient en fait un lien social qui était très important à l'époque. C'est vrai. Les moines, ils avaient quand même du courage. Hein. Déjà, il fallait quitter leur pays, souvent c'était l'Italie, pour parcourir pas mal de lieux, traverser les mers pour aller sur les îles comme la Corse, pour aller prêcher la bonne parole. En même temps, quand ils arrivaient ici, ils étaient toujours bien accueillis. Ils allaient dans des monastères, ils étaient bien logés, bien nourris. Et tu sais, je vais te dire une chose. Pour réaliser ce genre de fresque, il faut avoir le ventre plein.
Et eux, ils faisaient des festins, de bonnes ripailles, et là, ils étaient concentrés, ils avaient de l'inspiration, ils avaient de l'idée. Parce que si tu as faim, tu ne peux pas faire ça. Hein. Je pense pas que ça ait quelque chose à voir avec la faim. Regarde, dans tous les cas, il n'y a pas vraiment une grande liberté d'expression, parce que c'est toujours le même schéma. Oui. Chapelle après chapelle, tu retrouves toujours la même chose, les mêmes scènes. En fait, il ne faut pas voir ça comme un tableau, mais plutôt comme une sorte de bande dessinée, tu vois, qui illustrerait les discours des prêtres. Oui. Bon, en tous les cas, c'était les mêmes équipes de travail. Hein. Ils avaient tous le même coup de pinceau. Et oui. Regarde, c'est vrai que les personnages, ils sont figés, mais là, il y a quand même de l'émotion hein, dans le traitement. Tu vois, un trait assez souple. Tu vois. Et les visages sont bien exécutés. Ça, c'était sûrement l'œuvre d'un artiste peintre, hein, un moine artiste. Les Fratelli Italiani, a fresco. Si. Fratelli Stupalati. C'est vrai que les personnages de cette petite chapelle de Sermano sont particulièrement expressifs. Le moine qui les a réalisés possédait un véritable talent et probablement une longue expérience de la fresque. Les compositions sont très classiques, comme l'a souligné Karine, mais elles délivrent un message très codifié que l'on retrouve de chapelle en chapelle, un message d'amour et de lumière à la gloire du Père éternel. Comme l'a évoqué Paul, la vie de ces villageois était jadis difficile, car le Cortenay est une région isolée, montagneuse, avec des sols à faible rendement. Pour se nourrir, les populations disposaient toutefois d'un arbre fantastique, le châtaignier, surnommé durant des siècles l'arbre à pain, car les châtaignes constituaient la base de l'alimentation. Cet arbre, jadis omniprésent dans la région, était bien plus qu'une source alimentaire. Il était le compagnon des hommes, fournissant la matière première pour bien des constructions. Ils sont vraiment magnifiques, ces châtaigniers. Oh, ils sont majestueux et intrigants à la fois. On dirait presque qu'ils sont animés. Ouais. Tu ne m'écoutes pas en fait? Si, je t'écoute. Mais tu vois, avec ces drageons, ces repousses de châtaigniers, eh bien, quand j'étais enfant au village, j'en faisais des tas de choses. Bon alors si tu comptes faire un bâton de marche avec ça, je t'arrête tout de suite. C'est beaucoup trop gros et lourd. Et j'en fais pas un bâton de marche. Enfin, tu pourras l'utiliser si tu veux. Là, je suis en train de faire tout simplement un outil, ou plutôt un instrument de musique tout simple. Un instrument de musique avec ça? Ouais. J'ai du mal à imaginer là. Et quand nous étions petits avec les copains, en forêt, souvent quand on se faisait gronder, hein, on partait se mettre sous un arbre et ensuite on prenait le drageon et voilà le résultat. Et après on jouait à la bataille, à la chasse à l'homme et on communiquait avec ça. Donc tiens-moi le manche en attendant. Tu communiquais avec ça? Communiquer avec ça, tout simplement. C'est très mystérieux. Ouais, très mystérieux. Et il faut faire un travail très minutieux. Je vais dérouler. Tiens bien, hein, le trombette. Attention. Après, il ne faut pas lâcher parce que ça casse vite. Hein. Faut... Hop. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça fait un tortillon. Voilà, regarde le bâton comme il est beau. Hein. Le spectre. Doucement. Voilà. Et après, avec ça, bon, alors ça, c'est une confection assez particulière. Hein. Donc, tu prends doucement. Et là, tu les enroules. Alors, tac. Tu vas tenir. Et moi, je vais réaliser un mot drumbetto. Et tu enroules. Oh! Et avec ça, on jouait dans la forêt. Hop. Et à la fin,
Voilà, ça fait... Ça fait une trompette. Eh oui, regarde, là à côté, il y a la vieille, celle que j'ai fait quand j'avais 6 ans. Et après, tu souffles. Elle est vieille, ça. Attends, les copains vont me répondre. Bah, Bon. Elle marche pas, celle-là. Oui, mais si tu sais pas t'en servir, Ah, un peu. tu pouvais l'utiliser à d'autres fins. Quand tu n'étais pas convié aux fêtes de village, eh ben, tu pouvais te déguiser. Oui, tu mettais ça comme ça et tu allais charmer le village. Ah, c'est pas mal. Je vois pas qui tu pouvais charmer avec ça, mais bon. Ouais, ça plaisait à certaines. Hein. C'est joli, hein? Bon, après, il faut faire la fermeture. Hein. Et tu sais que même les bergers utilisaient le trombette. Pour appeler les animaux? Ah ouais. Olé! Ça marche, hein? Belle, hein? Très original comme instrument de musique. J'avais jamais vu. Original et très rustique. Et je ne suis pas sûre qu'un tel instrument ait réellement sa place dans un orchestre, même champêtre. Mais il témoigne de toute l'inventivité des hommes. Surtout, il colle bien à une époque où les enfants savaient dompter la nature pour s'y amuser, en toute simplicité. En continuant son chemin vers le sommet du Monte Maggiore, on découvre une zone de replat couverte de prairies naturelles, autour de zones humides temporaires. Ces mares, alimentées par le ruissellement et qui s'assèchent durant l'été, forment des biotopes tout à fait particuliers, uniques en leur genre. Comme ils sont beaux ces églantiers. Regarde celui-ci, il est énorme. De magnifiques bouquets de roses. Ah, et en plus de couleur blanche, j'adore. Et là, rose, ah, c'est formidable. Et c'est quand même incroyable de voir des fleurs aussi délicates de partout dans la montagne. Et oui, parce qu'ici, il y en a pas mal, à Rosula canina, comme on appelle chez nous, dans les montagnes. Il reste même des fruits accrochés. Alors avec les fruits, les cynorrhodons ont fait de délicieuses confitures, tu connais? Il est bon, hein? Mais il ne faut pas trop en manger, parce que sinon, il y a un peu la gratte après. Parce que dans le fruit, il y a une concentration de vitamine C importante. Et si tu en manges beaucoup, ben, tu deviens très forte. En tous les cas, elles sont vraiment jolies, ces fleurs. Ouais. Une couleur rose exceptionnelle. Et ici, les cultivateurs de Fontana Salginc avaient pour habitude de les cueillir. Hop. Et de s'en mettre à la fois dans les cheveux, dans leur chapeau, et aussi, quelquefois, dans la barbe. Dans la barbe. Une barbe fleurie, c'est mignon. Parce qu'ils étaient coquets. Ils sentent bon en plus. Regarde. Paul, qu'est-ce que c'est que ça? C'est impressionnant, hein? Oh. Oh. On est en plein film d'horreur, tu veux dire? C'est tout rigide. Ce sont des sorcières qui se sont frottées les cheveux sur les prunes. Oh. La strega blanche. Tu te rends compte un peu le nombre d'araignées qu'il doit y avoir là-dedans? Et ce ne sont pas des araignées. Quoi qu'il y en a quelques-unes. Hein. Oh. Ça, d'après moi, c'est l'œuvre du Tentrède. C'est quoi ça? Le Tentrède, c'est un hyménoptère primitif.
On appelle ça la fausse chenille, mais c'est pas vraiment une chenille. Ah, Eh, j'en vois là, mille. Il y en a partout. oh, mais elles sont en train de dévorer ce joli arbuste. Et là, elles l'ont déjà bien attaqué. Et ensuite, elles vont faire leur enveloppe qui est très rigide, hein, même quand il pleut, ça tient. Hein. Et à l'intérieur, elles vont faire leur sorte de cocon. Et de là va naître un insecte ailé, mi-papillon, mi-mouche. Ou d'entraide. Ouais, c'est trop fort la nature. Hein. Ça fait trop bizarre, oui. C'est vraiment terrible cette chose-là. Mais ça saute! Tu vas te les emmener même à la maison. Ah non! Et ensuite, elles vont te faire un beau plafond tout étoilé. Ah, quelle horreur! Moi, je préfère ça aux punaises de lit. Hein. Ah, je sais pas. Ça pique! Ah, ça saute! Oh, il y en a plein là! C'est bien vrai que la nature est un peu folle. Elle invente des espèces incroyables qui ensuite s'adaptent et remodèlent l'environnement, créant des structures spectaculaires comme ces immenses toiles qui enveloppent les arbustes de ce plateau. En réalité, la tentraide tient plus de la guêpe que du papillon, même si elle ne pique pas. Et ces larves font partie des ravageurs, dépouillant ces pauvres arbustes de toutes leurs feuilles. Dans ce beau maquis sauvage, la lutte à la survie est toujours féroce. Mais quelle étrange approche, Paul! Aurais-tu aperçu quelques espèces craintives, quelques précieuses raretés qu'il ne te faut point effrayer? J'espère que tu m'auras rapporté quelque chose de bien. Hein. Et oui, j'ai trouvé quelque chose de formidable. C'est super alors. Tadam! voyons. Oh, J'adore faire ça. c'est pas drôle du tout. Et si? Moi, j'aime pas du tout. Je le savais. En attendant, j'ai trouvé des belles plantes. Ah, la menthe. Une des variétés de menthe aquatica qui pousse sur les berges et aussi un petit peu dans la mare. Elles sont bonnes. Ah ouais, j'adore. Quel parfum. Et après, j'ai trouvé la belle renoncule jaune que tu peux voir sur le pourtour de la mare. Regarde, tous ces tapis de couleur jaune là. C'est très joli avec le vert. Ils sont magnifiques, avec 5 pétales. Elles sont magnifiques. Ça ressemble à un bouton d'or. Ah ouais, la renoncule, c'est le bouton d'or. Ah. Après, j'ai trouvé des joncs, la famille des carex aussi, que tu peux trouver au centre de la mare. Hein, tu vois, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Et ensuite, il y a d'autres plantes que je n'ai pas pu encore récupérer parce qu'elles sont au centre de la mare, comme la renoncule flottante, qui est toute blanche, la tige est moins haute, et elle est flottante. Tu vois, on la voit partout, regarde. Elle est magnifique aussi. Hein. C'est très joli. Et puis après, tu as de la végétation aquatique qui pousse sous l'eau, comme les myriophiles que tu peux voir. Et ça fait des branches entrelacées. Des sortes de racines. Ouais. Et tu vois, et ces plantes, elles sont adaptées à ces milieux qui sont quand même uniques. Hein. Cette mare temporaire, hein, en montagne, ici, elle est unique. Alors bien sûr, on la voit aujourd'hui au printemps avec un niveau d'eau plus ou moins faible. Mais par contre, en hiver, quand il pleut beaucoup, la mare elle se remplit, elle déborde. Et l'été, des fois, elle est toute sèche. Et les plantes s'adaptent alors à ces conditions climatiques. Ouais. Conditions de vie assez importantes, assez rudes. Hein. On peut dire qu'elle n'a pas de stress, hein, malgré tout ça. Un coup, elle est inondée, un coup, il n'y a pas d'eau. Ces jolies petites plantes. En tout cas, c'est vraiment un endroit merveilleux ici. Ah, ici, c'est un endroit de quiétude. Chenille. Et tu sais quoi, je vais faire le tour, aller prélever d'autres spécimens, et en même temps, je vais voir si dans cette mare, il n'y a pas la présence de l'Eunanthe globuleuse. L'Eunanthe globuleuse. Une plante de mare temporaire.
Tout un programme, mon cher Paul. Un programme en réalité bien rempli au regard de la superficie de cette mare temporaire en ces beaux jours de printemps. Peut-être que les bergers, autrefois, étaient tout aussi attentifs aux plantes aquatiques qui poussent sur cette prairie gorgée d'eau. Eux qui montaient ici avec leurs troupeaux pour profiter de ces verts pâturages. Ils appréciaient la quiétude du lieu et y avaient bâti sur un promontoire un bel oratoire pour leur protection et celle de leurs troupeaux. Un de ces magnifiques oratoires qui jalonnent la montagne corse, rapprochant les hommes du divin. Tiens l'eau. Non, Hein? plus. Ah, Regarde là-bas, le rotonde, comme il est beau. C'est mon préféré. Ouais, Il est tout enneigé. des 1622 mètres, il est haut. Hein. Ils auraient pu mettre le Montepiano Maio. Hein. Pourquoi pas aussi la Scoupiccia. Regarde, ça y est, on est arrivé. Le voilà, notre petit oratoire. Ah, Sant'Alesio. Ah. Ah. C'est joli, hein? Ouais. Ah. Le panorama est vraiment incroyable. Ah, c'est sûr. Hein. Et puis là, on a quand même une chapelle à 1200 mètres d'altitude. Hein. Il y en avait partout ici. Hein. Sant'Alesio, Sant'Élisée ou Sant'Alesio. Mais c'est parce que Saint Alésius c'était un saint très à la mode au IIe siècle dans ces montagnes. Ouais. Alors en fait, le culte de Saint Alessio, Saint Alexis en français, était très répandu en Italie au cours du XIe siècle. Et figure-toi que c'était un saint qui était très très important parce qu'il représente le riche aristocrate devenu mendiant pour l'amour de Dieu. Et c'est une très très belle histoire. Hein. En fait, il est très riche et il décide de tout laisser un jour. Il abandonne ses titres, ses biens, ses terres et il renonce même à son identité et il part. Pendant 17 ans, il est absent et un jour, il décide de revenir à Rome, donc sa ville natale. Et il s'installe dans la rue, pas très loin du palais de ses riches parents. Et il reste là quelque temps. Mais un jour, il sent son heure venir. Alors il demande à ce qu'on lui donne un peu d'encre et un bout de parchemin. Et il couche par écrit le récit de sa vie. Et on raconte qu'un jour, une voix divine serait venue jusqu'à l'empereur Honorius et il l'aurait amené jusqu'à sa dépouille. Il l'a découvert, il était recroquevillé sous les escaliers du palais de ses parents et il tenait dans sa main le parchemin. Et là, l'empereur a ordonné à ce qu'on lise à tous le récit de la vie d'Alexis. Et de cette façon, tous les Romains ont été au courant du long renoncement de la vie de ce saint. Et sa dépouille a été portée en l'église Saint-Boniface où il a enfin reçu des funérailles solennelles. Ah, bella storia. Et ouais, et là, il y a quand même une petite chapelle qui est dédiée à ce saint. Il ne faut pas l'oublier. Ouais, t'imagines un peu, ça prouve vraiment la ferveur des gens qui vivaient ici. Hein. Ici, c'était un peuple de cultivateurs. Et bien sûr, les chapelles ne sont pas tombées du ciel comme ça. Hein. Il a fallu les construire. Et bien entendu, cette chapelle, elle est à la croisée des chemins. Hein. On se trouve ici entre Sermano, Santa Lucia di Mercurio, Castellare di Mercurio et aussi Ruggio. Bien entendu, on les trouve souvent ou sur des promontoires ou sur des cols, parce que c'est là que convergeaient les populations. Et c'est vrai qu'en montagne, souvent, c'est semé d'embûches. Et donc, quand on est seul avec les bêtes ou avec ses céréales, on a besoin de protection divine, de protection supérieure. Et on vient ici pour prier. Et c'était des gens qui étaient assez superstitieux à l'époque, donc il fallait bien ça pour se protéger d'ondes négatives. Et comme moi, je ne suis pas trop superstitieux. Mais j'ai toujours avec moi ma pierre de naissance, soit en bracelet, une petite perle, ou soit tout simplement dans ma poche. J'ai ma petite tourmaline noire que je porte régulièrement, souvent même avec moi. Toi, pas superstitieux. Alors ça se discute. Et pourquoi la tourmaline ? Déjà, c'est ma pierre de naissance. Et en plus, c'est une pierre de protection contre les ondes négatives. En fait, si tu la portes dans ta poche, c'est comme si tu as un halo de protection.
et tu crains plus rien, une forteresse contre le monde négatif. En même temps, elle te remet tous tes chakras en harmonie. Et puis, il ne faut pas l'oublier parce que moi, elle me protège beaucoup. Enfin, Paul, range ta tourmaline, on n'a pas besoin de ce genre de protection. Regarde un peu où nous sommes. On va demander la protection à Santa Alesio, comme l'ont fait tous les gens d'ici auparavant. Et on va profiter de ce magnifique coucher de soleil. Et puis cette belle nature, on la doit bien à quelqu'un. Évidemment. C'est vrai qu'il en fallait de la foi pour gravir ces montagnes et bâtir ces lieux de culte au plus près des cieux. C'était une belle manière de rendre hommage au Créateur de toutes choses, mais aussi de se sentir appartenir à la même communauté des hommes et de vivre ensemble des moments inoubliables. Un peu comme vous, mes amis, vous qui vous retrouvez aujourd'hui au pied de cette chapelle, devant le plus féerique des spectacles. À l'exception de la grande dépression centrale autour de Corté, le centre de l'île est une zone très montagneuse, faite de massifs abrupts et de gorges étroites et sinueuses. C'est une région peu propice aux cultures, longtemps considérée comme la plus reculée et la plus sauvage de l'île. Il faut dire qu'avant la seconde moitié du XIXe siècle et la construction de la route qui relie Corté à Vizavone, puis celle du chemin de fer et du fameux pont Eiffel, achevé en 1892, la traversée de ces gorges était périlleuse. Il existait un chemin de muletier qui serpentait sur les pentes du massif, franchissait la rivière sur une petite passerelle en bois des plus sommaires, puis remontait à travers la forêt en zigzagant vers les cimes escarpées. Mais ce chemin était très dangereux, souvent coupé par les crues de la rivière. Il y avait aussi des bandits de grand chemin dans ces massifs isolés, qui n'hésitaient pas à rançonner les convoyeurs qui traversaient ces gorges. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, toute cette partie de l'île entre Vizavona et Corté est donc une zone de non-droit, très peu peuplée et considérée comme l'une des plus dangereuses de l'île. De nombreux récits ou légendes, plus ou moins sordides, accompagnent ces chemins tortueux comme autant d'avertissements adressés aux voyageurs imprudents. Aujourd'hui encore, certaines de ces histoires sont bien présentes dans la mémoire des populations insulaires, notamment parce que ce paysage austère et sauvage n'a guère évolué depuis le siècle dernier. Il est alors facile pour nos aventuriers modernes de se glisser dans cet environnement mystérieux sur les traces de certains des épisodes les plus étranges de l'histoire de la contrée. Enfin, Polo, qu'est-ce qui t'arrive? Je pense que c'est ici l'ancien gué. Un ancien gué? C'est beaucoup trop profond ici pour traverser. Mais figure-toi que le lit de la rivière s'est modifié avec le temps. Parce que là, il y a eu des pluies énormes et des crues qui ont tout emporté et ça a modifié le gué. Autrefois, on passait par là pour relier le village de Venaco à Ivario.
Et aujourd'hui, eh bien, pour passer, on est obligé de sauter de là-haut pour traverser. C'est pas très pratique ça. Faut faire le saut de l'ange là. Ouais. Et les anciens appellent ce lieu le saut du sauvage. Le saut du sauvage. Parce que figure-toi qu'il y a 200 ans en arrière, en 1820, un paysan qui empruntait le sentier qui reliait le village de Venaco à Vivario a découvert par hasard, au bord de la rivière, des empreintes de pattes d'animal ou de pieds, avec des poils et des sortes de griffes longues de 15 cm. Alors, pris de panique, il décida de rentrer au village et d'alerter la communauté villageoise. Et là, il pensait que c'était un ogre ou un animal maléfique, et ils ont décidé d'organiser une battue. Bah oui. Et à la fin de cette battue, ils vont capturer un homme nu, tout poilu. C'est étonnant ça. Et certains villageois avaient reconnu dans le visage de cet homme un enfant qui avait disparu du village une dizaine d'années plus tôt. Eh ben dis donc, un enfant aurait vécu tout seul ici dans ces forêts pendant 10 ans. Mais cet enfant avait été puni par ses parents et donc avait décidé de quitter le foyer pour aller vivre dans la nature. Et on le retrouve une vingtaine d'années plus tard parce que cet homme a l'âge de 20 ans. Elle est quand même extraordinaire cette histoire. Tu es sûr qu'elle est vraie? Absolument. Et cette histoire a fait couler beaucoup d'encre. Et de nombreux articles concernant l'enfant sauvage ont été écrits dans la presse locale. Enfin Paul, c'est pas possible de vivre ici tout seul dans la montagne à cet âge-là. Sans vêtements, sans nourriture. Bah, à la limite, Mowgli, dans les livres de la jungle, il avait les loups qui l'ont recueilli, il y avait Bagheera, il y avait Shere Khan. Mais là, crois-moi, tu es tout seul. Il n'y a pas ce genre d'animaux. Et c'est pareil. C'est un peu la jungle corse. Et en même temps, ça te prouve bien comment l'homme peut s'adapter à des conditions climatiques énormes. C'est-à-dire que hiver comme été, l'homme s'adapte. C'est-à-dire que d'abord, tu es enfant, tu as des habits, après, ils ne te vont plus, tu grandis. Et là, tu les laisses. Et tu te sers de ce qu'il y a dans la nature pour t'en confectionner. Et après, tu vas chercher à te nourrir. Donc, tu vas sentir, tes sens sont développés, et tu vas manger les racines de plantes, tu vas prendre des œufs de certains oiseaux, tu vas manger du sanglier. Ou alors, comme dans le livre de la jungle, tu te fais aider, tu te fais ami avec le jet des chênes, avec le renard, avec le mouflon. Et là, tu vis bien en harmonie avec la nature. Non, moi je meurs. En même temps, ils auraient dû laisser tranquille cet enfant sauvage, plutôt que de le ramener au village. Parce que c'est ce qu'ont fait les villageois. Quand ils l'ont capturé, ils rapportent à sa famille. C'est bien. Mais là, il ne va pas s'adapter et il va mourir quelques années plus tard. Enfin, c'est ce qu'on dit. Bon, en tous les cas, c'est ce qui serait se passer ici aussi. Bah, tu te rends compte, quand il se blessait, il ne pouvait pas se soigner. Puis il devait tomber malade aussi. Sans compter qu'il devait devenir fou tout seul. Mais non. Et tu vois, ces cavités-là ont pu servir de repère à cet enfant sauvage. Et on dit même qu'il aurait été un grand artiste. C'est marrant ces grottes. Hein. Ah, une belle cabane, là, une belle palissade, et on y est bien. Là, la preuve en est. Quoi? Regarde, ces peintures ont probablement été réalisées de la main de l'enfant sauvage. Bien sûr. Bon, enfin, ça a été fait il n'y a pas longtemps, ça, par des enfants du coin. Mais il est dit que l'enfant sauvage, avant sa mort, il aurait eu une descendance. Mais bien sûr. L'enfant sauvage. Il est bien vrai que sur de nombreux aspects, notre cher Paul fait un beau candidat pour la descendance de cet enfant sauvage, vivant seul au milieu des bois. Mais je crois que c'est toi qui as raison, Karine. Quelle incroyable histoire! Comment un enfant d'une dizaine d'années a pu ainsi survivre seul dans un endroit pareil pendant près de 10 ans, affrontant le froid de l'hiver, la maladie, la solitude? Comment a-t-il pu se nourrir et échapper aux dangers de la vie sauvage? Cela reste un mystère. Mais sa capture est avérée.
Et même si l'on a sûrement un peu enjolivé l'histoire par la suite, elle demeure vraie. Et de me dire, les amis, que cette Corse du 19e siècle était décidément une terre très exotique, surtout dans ses vallées intérieures, presque inaccessibles. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'endroits en Europe qui pouvaient donner naissance à une telle affaire, à une époque où la révolution industrielle était déjà en marche. Ah, raté. Oh là, à mon avis, il y a eu méprise. Hein? Le guet de l'enfant sauvage dont tu me parlais tout à l'heure, à mon avis, c'est ici. Tu vas pas encore remettre ça sur le tapis. Puis arrête de me chercher des plumes dans la tête. Enfin, regarde, c'est évident. On est à l'endroit où le canyon est le plus resserré, où il y a une grande profondeur. Ici, c'est vraiment l'endroit propice à la construction d'un guet. Puis en plus, regarde, il y a même les reliquats d'une cabane. Ça, c'est du contrefaçon. En même temps, je me demande pourquoi je t'ai raconté cette histoire d'enfant sauvage. Je ne sais pas ce qui m'a pris par la tête. Là. Tu ferais mieux de t'intéresser aux odonates. Je m'y intéresse. Je m'y intéresse. Parce que la chasse aux libellules est quelque chose à prendre au sérieux. Ouais, si tu arrives à attraper des libellules comme ça, à la vitesse où elles vont. Lâche-les! Doucement, ma petite. Que bellezza! Mais c'est pas l'impérator, ça. Chaque chose en son temps. Celle-ci, c'est une libellule de la famille des orthétromes. Parce qu'en Corse, tu as 45 espèces de libellules. Alors, tu as les orthétromes, les anax, les caloptéris, les sympétromes et bien d'autres encore. Elle lui fait pas mal. Ça lui fait pas mal. En plus, les libellules sont très importantes pour l'écosystème aquatique. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont fascinantes, ces libellules. Et là, elle a 2 paires d'ailes de chaque côté. Regarde, avec un corps, l'abdomen tout bleu, la queue avec les cercles. C'est magnifique. Et la tête toute noire. Elle est belle, hein? Ouais. C'est fascinant comme insecte. Hein? T'imagines qu'elle vit très peu de temps en tant qu'insecte adulte, insecte ailé. Quelques jours seulement. Et après l'accouplement, la reproduction, eh bien, les femelles vont pondre et vont mourir, ainsi que les mâles. D'ailleurs, tu parles de la reproduction. C'est quand même assez sportif, parce que j'en ai vu, elles sont accrochées par les fesses comme ça. C'est pas très pratique. Et oui, parce qu'il y a certaines espèces, ça s'accouple en vol. Ouais. D'autres préfèrent s'accoupler à terre, elles se posent sur un rocher ou sur une brindille, sur un petit arbuste, et elles se reproduisent. Et ensuite, la femelle va pondre les œufs sur l'eau, sur la pellicule, et les œufs vont descendre sur même le sol, sous l'eau, et là vont devenir des larves par la suite. La larve, elle, en hiver, qu'est-ce qu'elle va faire? Hop, elle va s'enterrer sous les rochers, sous la vase, et ensuite, le printemps d'après, elle va ressortir. Et là, il va y avoir une phase de transformation supplémentaire. La larve va se transformer en nymphe. La nymphe va vivre quelque temps et elle va sortir, monter sur la berge par une tige, par exemple. Et ensuite, sur la tige, elle va se transformer en insecte ailé, en libellule, et ainsi de suite. Et elle va déployer ses ailes. Et voilà. Tu sais que libellule vient du latin libellus, qui veut dire petit livre. Ouais. Eh bien, c'est dû à ces belles ailes qui ressemblent à un petit livre. Elles sont vraiment magnifiques. Ouais. Ça, c'est un beau mâle, tout bleu, parce que les femelles, elles sont un peu plus ternes, de couleur marron, vert. Alors les mâles, ils ont plusieurs techniques pour la reproduction, pour l'accouplement. La première, c'est ils vont se mettre en poste, ils vont attendre qu'une libellule femelle passe et après, ils vont foncer dessus. La deuxième, c'est que pour certaines espèces, ils ont des points de rendez-vous. Donc ils se réunissent, à la fois très proches des rivières, dans des petites mares. Et la troisième, c'est qu'ils vont aller directement à la chasse des femelles. Plusieurs techniques de drague. Bah, et l'impérator alors? Parce que là, tu as attrapé que ça là finalement. Eh oui, l'impérator, il faudra bien aller le chercher. Bon, je vais aller l'attraper moi. Montre comment on fait. D'abord,
d'abord, on va lui rendre la liberté. Hein, à cet orthétrone. Ah, oui. Allez, mon beau mâle, va rejoindre une de tes femelles. Bon. Allez, montre. Il y a une concentration. Déjà, il faut se mettre bien comme ça, tu vois, sur tes pieds. Et ensuite... Dans le sens du vent, j'imagine. Eh oui, il faut bien observer parce que des fois, tu ne les vois pas, mais ils y sont. Hein. Et là... Hop. Un coup sec. Oh! Voilà. Et après, dès que tu fais ça, hop, tu attrapes vite. Là, tu serres. Elle est dedans. Tu fais attention parce que c'est sensible. Hein. J'ai compris, j'ai compris. Et moi, en attendant, je me retrouve sans rien, quoi. Pas de filet. Paul, sois un peu galant. Regardons comment Karine va se débrouiller dans cette chasse un peu particulière qui demande en réalité pas mal d'adresse. Mais j'arrive pas à l'attraper! Elle va trop vite! Un Max Imperator se mérite. Petit coquin que tu es, tu n'en rates pas une. Si la rivière du Vecchio abrite quelques trésors, comme cette grande libellule Imperator, les flancs du massif voisin possèdent eux aussi leurs secrets. Car bien que l'endroit ait été jadis très retiré à l'intérieur de l'île, de petites communautés villageoises s'étaient établies dans ces forêts profondes, à une époque où les guerres médiévales et les raids barbaresques ensanglantaient les rivages insulaires. On trouve alors sous les frondaisons les vestiges parfois surprenants de ces occupations cachées. Un petit pont de pierre, un chemin empierré, les ruines de quelques maisons et bien entendu la chapelle, autour de laquelle la vie villageoise s'organisait. La découverte de ces hameaux abandonnés est toujours un moment chargé d'émotions, une plongée intime dans une société révolue. Ah, comme c'est lugubre. Oh là là, effectivement, oui. Ah, regardez, les chauves-souris. Ah, c'est plat. Oh, encore elle. C'est vraiment leur royaume, ce genre d'endroit. Ouais, surtout le royaume de la poussière. Ah, ça me gratte le palais. À tes souhaits. Oh, moi, je me sens pas très bien, là. On risque rien. D'accord, mais même si on est dans une chapelle, et d'ailleurs celle-ci a la particularité d'être une des plus anciennes de Corse, je crois qu'elle a été construite au XIe voire XIIe siècle, et après c'est vidé de ses fidèles, tout comme le hameau d'Arc, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Il n'y a plus personne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Hein. Tout est désolation. Mais dis, elle a été remaniée, cette chapelle, non? Évidemment. C'est quand même très étrange, cette abside rectangulaire, tu trouves pas? Bonne analyse. L'abside rectangulaire montre bien que cette chapelle est très ancienne. Et là, le rectangle, là, sur l'abside, c'est du pré-roman, alors que l'abside semi-circulaire, c'est le roman. Bien évidemment. Eh ben. Et comme tu le dis, bien sûr qu'elle a été remaniée, la chapelle. D'ailleurs, tu vois, les deux chapelles latérales, eh bien, celles-ci datent du XVIIe siècle. Et les fresques, tu le vois qu'elles sont plus contemporaines. C'est incroyable de voir ces fresques franciscaines. Alors, elles sont dans un état. Ah ouais, hein. Je me souviens de celle de Sermano qui était magnifique, mais alors là, on a vraiment du mal à imaginer les scènes et même à reconnaître les personnages. Bon, elles ont le mérite d'exister. C'est sûr qu'à Sarman, elles sont beaucoup plus valorisées. On voit bien les personnages. Là, on peut même analyser le style du peintre. Alors que là, on ne voit pas grand-chose. J'ai du mal à identifier tout ce petit monde-là. Tiens, regarde, Thomas. Comme il est beau, on le voit bien, lui. Ouais, et comment tu le connais, Thomas? C'est écrit au-dessus. Omas. Ah, d'accord. Et à côté, il y a Philippe. Philippus. Ah, là, je vois. Saint-Mathieu,
l'ange, un des 4 évangélistes. Ah, donc à côté, ça veut dire qu'il y a soit un bœuf, soit le lion, qui représente Saint Marc. Mais là, je ne pourrais pas te dire. Mais ça, c'est le lion, ça. Oui, tu vois quoi là? On voit du marron, hein. Moi, je vois rien. Mais enfin, regarde, le bœuf, il est là. Ah ouais, d'accord. Représenté par Luc. Et là, il y a l'aigle. Ouais, Jean. Saint Jean. Et là, regarde, la scène de l'Annonciation. Bon, on la voit pas très bien. Le Christ en majesté, par contre, on voit assez bien la Bible. Ouais, moi, je vois rien. Et de l'autre côté, l'ange Gabriel. Ah, je vois les ailes. On voit bien sa robe, ses mains jointes. Et là, regarde, parmi les apôtres, on reconnaît bien Saint Barthélemy. Moi, je vois plus rien du tout. J'ai de la poussière plein les yeux. Regarde, avec sa peau d'écorché qui porte sur son épaule. Ah ouais, on voit bien hein, le corps écorché vif et la peau, le visage et les bras, comme ça. Et tout spilade. Ouh. Et là, à côté, je reconnais bien l'apôtre Matthias, le tout dernier. Tu sais que lorsque Judas va trahir Jésus, eh bien, il va percevoir de l'argent. Avec cet argent, il va s'acheter un champ. Et là, bien sûr, ben, la malédiction va se porter sur lui. Il va se pendre, se donner la mort. Et là, son ventre va gonfler, éclater, et il va se vider de ses entrailles. Oh, quelle horreur! Et les habitants de Jérusalem vont appeler ce champ le champ du sang. Judas le traître. Et bien entendu, pour remplacer Judas, eh ben, il faut trouver un autre apôtre. Les apôtres vont se réunir et vont élire Saint Matthias, le dernier, le tout dernier des apôtres. Et à côté, on a Thaddéus, l'apôtre Thaddée. Et là, on voit vraiment bien les visages, on reconnaît bien les personnages, la tunique de l'époque. Et ça, ben, elles sont belles ces fresques. Hein. Bah, en fait, c'est plus ou moins les mêmes scènes qu'on retrouve dans toutes les chapelles romanes. Ouais, Par contre, les scènes peuvent différer selon les régions où on se trouve. oui. Là, il nous faudrait un plumeau pour dépoussiérer tout ça, Oui, au moins un plumeau. de l'achot ben, pour couvrir hein, tout l'intérieur de la nef, un pinceau, de la terre de Sienne, à fresco, et on retravaille tous les personnages et on recrée, on redynamise. C'est sûr que dans un tel état de délabrement, je ne vois pas comment je pourrais ramener les fidèles de Moraccioli à la raison. Il faudrait vraiment des passionnés. Ah, Ou alors des puristes. Enfin, en tous les cas, comme on dit, il faudrait vraiment qu'ils aient la foi. Salve Santa Barret. Tu vois, il n'y a même pas l'acoustique. Enixa puerpera regi, qui celum terranque regi, in segula segulorum. Ah, ça va plaire aux chauves-souris, hein. C'est très aigu, là. Là, il faut même quitter la chapelle. Ah, oui, chaud travail. Enfin, Paul, tu pourras avoir un peu de respect pour ces petits rhinolophes, bien paisibles jusqu'à ton entrée tonitruante. La chapelle Santa Maria Assunta d'Arca est aujourd'hui leur sanctuaire. En parlant de sanctuaire, les amis, les cimes escarpées de ces massifs abritent elles aussi des trésors émouvants appartenant à l'histoire de la région. Car le mode de vie paysan dans ces contrées très montagneuses était avant tout pastoral. Et les hommes des hameaux forestiers emmenaient paître leurs maigres cheptels sur les sommets alpins à la recherche de verts pâturages. Bergeries en pierre sèche et enclos témoignent de cette vie d'autrefois.
Alors, on n'est pas bien là? Une maison, un toit, et la nature rien que pour nous. C'est beau. Oh. Puis en plus, une vue imprenable sur tout le Vénaquais. Comment on s'organise là? Je commence à avoir un peu faim, moi. On va faire la journée typique du sauvage. C'est quoi ça? On chasse, dans un premier temps. Et après? Pêche. Après? Après, on cueille. Et si on n'attrape rien? On va faire la sieste, hein, comme on dit, qui dordine. Hein. Oh, on aurait peut-être dû rester avec maman et le chat. Ah, tu dis ça parce que tu as chaud, mais t'inquiète, hein, après l'hiver il fait bon, mi. On se met à l'intérieur, 2 mètres de neige autour. Hein. Allez, viens, j'ai flairé une piste. J'espère qu'on va pas regretter. Hein. Tu sais, on s'essaie une année et après on voit. Hein. Ah, Paul, quel rêveur tu fais. Mais je suis d'accord avec toi. Le Vénaquais et toutes ces montagnes du centre corse forment un magnifique territoire naturel, assurément l'un des plus beaux de l'île. Ceci dit, ces massifs isolés ont aujourd'hui totalement perdu le peu de vie qui autrefois les animait. Cela fait maintenant longtemps que les alpages ne sont plus fréquentés, que les muletiers ont déserté les chemins, que ces forêts toujours vertes ne résonnent plus des cris des hommes. D'espace de vie un peu sauvage, la région s'est progressivement transformée en un sanctuaire pour la nature. Un véritable paradis pour randonneurs, doublé d'un musée à ciel ouvert, avec toutes ces petites fenêtres étonnantes sur les sociétés du passé.